Où? Là, si tu veux. On se met là comme ça. Allez, attention au fil, attention au fil. Où on peut commencer? Voilà, attention, c'est bon, on le met là. Vas-y Manu, tu te mets là derrière, tu fais ta présentation. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? On va commencer. Non, touche pas là-bas, fallait pas toucher. Touche pas, t'as touché les trucs là-bas? Non. Juste là, le Non. C'est bon. Vas-y, parle. Bonjour tout le monde, bonsoir, vous êtes là? Non, tiens-moi ça. T'as vu? Ouais, mais t'as déréglé. Non, tiens juste là. Donc on est sur un compte par rapport à tout ce qui se passe, enfin, tout le monde de faire les choses. Voilà, on n'est pas juste pour aussi pour la télé et la façon de la faire et voilà quoi. Donc, la vision de parole, on n'est pas très loin dans la catégorie d'Asie, on ne peut pas faire tout devant notre télévision en France mais on est là, mais on ne prend pas à tout ça. Au même maintenant. On même choisir pour nous, donc on doit lâcher tout ce qu'on a à leur dire et on pourra donner tous les messages de soutien. On va donner ça à la Valérie pour eux, comme ça on pourra faire de l'éducation. Une solidarité qui se place, quoi. Donc c'est important. Ah, vous m'entendez pas? Si. Ah. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Donc voilà, progressivement on va venir de l'après-midi avec des prises de parole, avec des messages qui sont vraiment assez forts pour eux. Pour nous aussi, parce qu'en France aussi on a la même chose, on est victime de la même chose, c'est la même problématique, la même zone. Donc c'est une position aussi. Notre phénomène ne doit pas nous avoir la mort. On a le droit de vivre comme tout le monde. Et la migrophobie en uniforme, il faut qu'elle s'arrête à un moment donné. Donc, il ne faut jamais cesser de se mobiliser contre cela. Se battre pour le juste, pour la justice. Et se battre aussi pour avoir le droit de vivre. Parce qu'on a tous le droit de vivre. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on doit se faire tuer. C'est pas parce qu'on est une femme noire, on a enfant noir qu'on va mourir par rapport à ça. À bout d'un moment, ça suffit quoi. On a le droit de vivre comme tout le monde sur cette terre. Basta, stop. Il faut qu'ils le comprennent. Il faut que cette espèce d'impunité dégueulasse qui concerne les criminels en uniforme, il faut qu'elle s'arrête au bout d'un moment encore. Donc voilà, c'était pour faire la petite présentation du rassemblement. Et progressivement, comme je dis, les plusieurs paroles seront dites, vous pouvez prendre la parole, vous exprimer, et n'hésitez pas à envoyer tous les messages aux frères et sœurs là-bas, à Saint-Lucie, la famille de Bretagne, qui sont assez mobilisés aussi. Donc ça va beaucoup leur toucher de voir qu'à Paris, il y a eu quelque chose qui s'est fait et qu'on rend honneur quand même au frère qui a assassiné. Chez lui, hein, il était chez lui. Et c'était pas une racaille, quoi que ce soit. C'était, il avait un bon boulot, il va bien, tranquille, il était chez lui, perfait, et voilà. Quelqu'un dit qu'il reste toute l'égalité chez lui, et l'a bouché de plusieurs balles. Donc là aussi, ça fera la chose de solidarité avec ce souci, avec le reste de la Caraïbe. Et là, parce qu'ils sont mobilisés à Saint-Lucie, ils sont mobilisés aussi aux États-Unis. Il y a eu des rassemblements pas plus tard qu'il y a 2 jours là-bas. La mobilisation a pris ça pour les filles. Il y a plusieurs gens qui ont été assassinés là-bas. Et donc là, je pense que ça va avoir un impact.
de savoir que nous, ben voilà, on se mobilise aussi ici à Paris pour eux et pour nous en fait, parce qu'on est ensemble. On subit tous la même chose, donc on est ensemble quand il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc vous remercie encore et encore parce qu'il le faut, parce que des fois c'est pas toujours évident pour les gens de se déplacer, se dire bon, c'est important, mais on ne se bouge pas trop, alors que chaque mobilisation compte, même si on est, quel que soit le nombre colonel, ça compte, et ça sert, et ça contribue aux batailles, et c'est à force qu'on arrive à commencer à obtenir des résultats. C'est dans la persévérance, c'est dans la constance des choses, et puis que l'on soit 10 000, que l'on soit 5, que l'on soit 10, que l'on soit 20 000, ça compte pareil. Franco, donc, voilà. Franco, viens-y, il y a moyen après vous allez finir, viens s'il te plaît, tu vois. Parce que là, on vous attend à côté au fait. Il y en a qui veulent prendre la parole pour pouvoir... Olivier. Olivier. Merci. Olivier fait des photos, il attend. Olivier. Olivier. Mais tu dois... Il faut que tu parles. Mais je pose pour la photo. Soyez pas timide. Alors, je passe la parole au Vénaïka, Olivier de Vénaïka. On compte la famille. Merci à vous d'avoir répondu présent pour le rassemblement contre les tueries de nos frères, de nos sœurs aux États-Unis, auxquels on pourra associer la tuerie contre nos frères et nos sœurs à Paris. Parce que nos frères et nos sœurs à Paris rencontrent les mêmes problématiques que les frères et les sœurs aux États-Unis. On regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on dit qu'on tue nos frères et nos sœurs, on dit qu'on maltraite nos frères et nos sœurs. Mais que se passe-t-il dans nos quartiers? Que se passe-t-il dans les rues de Paris? C'est la même chose. Mais en détournant notre regard du côté des États-Unis, on nous fait oublier ce qui se passe à côté de nous, dans les rues de Paris. Regardez ce qui s'est passé pour notre frère Adama Traoré. S'il fêtait son anniversaire, plusieurs policiers, plusieurs gendarmes l'ont étouffé. Et jusqu'à présent, la famille a du mal à obtenir justice. On n'est pas obligé de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On peut s'en inspirer. C'est bien, c'est très bien aujourd'hui d'avoir dénoncé ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Parce que comme on sait, la France aime copier ce qui se passe aux États-Unis. Donc si on arrive à prendre conscience que ce qui se passe aux États-Unis n'est pas normal, peut-être que la France arrivera à comprendre que ce qui se passe ici n'est pas normal. Regardez le dernier exemple en date qui s'est passé à la télévision. Tout le monde en a entendu parler, ça a fait un buzz. Ça a fait un buzz. Un buzz commandé, prémédité et voulu par les médias nationaux de l'État colonial français, à savoir le guignol de service. Je ne le citerai pas pour ne pas lui faire de pub, pour ne pas lui faire de publicité et pour ne pas augmenter les ventes de son bouquin de merde. Mais il passe sur les médias, il déverse sa haine avec la complicité, la complaisance des médias. Et en face de lui, bizarrement, il n'y a aucune contradiction. Il y a des rires, des ricanements, aucune contradiction. Alors que il était possible d'apporter une réponse toute simple, toute faite. Ce monsieur se vante que notre sœur n'avait pas de nom chrétien. Ce monsieur qui se dit intellectuel ignore peut-être qu'il existe une loi qui s'appelle la loi 1905. La loi 1905 dit que la loi de la laïcité impose la séparation de l'Église et de l'État depuis 1905. Nous ne sommes donc pas obligés d'avoir un prénom sorti du calendrier. Ce monsieur ne le sait visiblement pas. Moi, je m'appelle Olivier, c'est dans le calendrier. Mais celui qui s'appelle Mamadou a tout à fait le droit de s'appeler Mamadou. Qu'on vienne me dire que c'est pas normal, j'enverrai cette personne chier sur les 4 passages. Mais visiblement, il y en a qui préfèrent en rigoler et dire « Vive la République ». Moi, je ne dis pas vive la République, je dis je chie sur la République. Parce que pendant que ce monsieur parle sur les médias, pendant que ce monsieur se pavane sur les médias français avec notre argent, parce que tous ici présents, nous payons une redevance. Tous ici présents, nous payons une taxe qu'on appelle la redevance télé. La redevance télé permet d'avoir un programme adéquat qui nous informe, qui nous instruit et qui surtout nous respecte. Ce monsieur ne nous a pas respectés. Au contraire, il nous a insultés.
il nous a insultés, nous, il nous a insultés nos frères, il a insulté nos sœurs, et il a insulté nos ancêtres. On ne peut pas laisser ça faire. Donc, à tous ceux qui disent vive la République, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Moi, je ne respecte pas une République qui ne me respecte pas. Je dis, j'emmerde la République. On tape la famille. Au TEP. Personne suivante. N'ayez pas peur, le micro ne mange pas. Alors, je passe au micro à mon frère Franco. Ok. Donc déjà, je tenais à saluer la LDNA. Déjà dire que c'est important qu'on soutienne dès que c'est possible. Je tenais à dire que, avant même de parler de ce qui nous motive ici, c'est-à-dire les frères qui sont tués un peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, les frères et sœurs d'ailleurs. Mais les États-Unis, il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'une question de style et de vouloir faire regarder vers un endroit parce qu'effectivement, c'est là où il y aurait le plus de style, où les projecteurs seraient le plus tournés. Mais il ne faut pas oublier qu'historiquement, les États-Unis, c'est la tête même du capitalisme. C'est la tête même de l'ogre, du monstre, de celui qui nous a profondément niés et qui s'est enrichi pour être la première puissance mondiale en nous esclavisant et tout ce qui s'ensuit. Et les répercussions de ce dénigrement, de cette négation du noir, de cette déshumanisation de l'homme et de la femme noire, eh ben c'est qu'aujourd'hui, on le voit encore là-bas, les Noirs en particulier sont assassinés par la police parce qu'il y a une perpétuation de l'idéologie capitaliste, impérialiste, viscéralement négrophobe et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Mais dans un premier temps, ce que je tenais à vraiment dire, et pour que ça se sache, c'est que je salue l'action de la LDNA pour une raison pure et simple. C'est que, vous savez, dans le fond, il est nécessaire qu'on se rejoigne dans ces mêmes combats. Parce que la LDNA, nous ou d'autres, on combat la même chose. Tout ce qui change après, c'est les questions de forme et de méthode. Et effectivement, chacun doit se faire ses dents là où il est. Et vraiment, on félicite les frères et les sœurs de la LDNA pour le fait qu'il faut avoir le courage d'agir. Il est bon d'être derrière les claviers, mais à un moment, il faut passer à l'action. Et peu importe qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 2000, à un moment, il faut avoir le courage de lever la tête. Et comme je le dis souvent, il y a un principe qui doit s'appliquer pour chacun d'entre nous, femmes, hommes, enfants. C'est le principe de la légitime défense. Il est absurde que l'on croit que quand une autorité qui est injuste vient nous opprimer, nous humilier, nous piétiner, il est absurde de penser que parce qu'elle porte une étoile ou parce qu'il y a marqué police, on doit accepter de prendre des coups. Si quelqu'un nous frappe de manière abusive, nous crache dessus de manière abusive, la légitime défense nous permet de lui répondre de manière proportionnée. Donc acceptons le premier coup. Mais si on survit au premier coup, eh ben, du moment que c'est filmé, il faut accepter de mettre que l'autre il encaisse celui qu'on sera capable de lui mettre. Et ça c'est important. Donc ce que je voulais dire, c'est que vraiment, l'idée c'est pas de penser que parce que on est tout le temps ensemble ou pas tout le temps ensemble, l'idée c'est pas de penser qu'on est divisé, c'est pas ça. Dans le fond on se rejoindra toujours, dans le fond on se défendra toujours. Parce qu'on est dans le même bateau et on a conscience que même si dans la forme, des fois, il peut y avoir des différences, je dis bien dans la forme, dans le fond, si le bateau coule, on coulera tous ensemble. Et donc, il faut qu'on pousse comme des mauvaises herbes. C'est une jeune, une soeur qui m'avait dit ça. Si jamais elle m'entend, elle me disait, j'aurais peut-être pas dû dire mauvaise herbe parce que c'est négatif. Je dis non, c'est exactement ça. Parce que la mauvaise herbe, pour elle, elle n'est pas une mauvaise herbe. Elle est une mauvaise herbe pour celui qui a besoin de faire ce qu'il veut et la mauvaise herbe lui empêche de faire ce qu'il veut. Et la mauvaise herbe, vous la coupez, elle repousse. Il faut qu'on pousse partout comme des mauvaises herbes. Pour les blancs, pour le système raciste, impérialiste, on est des mauvaises herbes. Mais pour nous, on défend une cause qui est juste et qui ne l'arrange pas. Une cause qui prend que l'impérialisme doit cesser, le capitalisme doit cesser et que la négrophobie doit cesser. On doit pousser partout, comme la NDNA, comme la brigade anti-négrophobie, comme tant d'autres groupes. Si
si vous ne voulez pas nous rejoindre, créez vos propres groupes partout. Mais surtout, ne vous laissez pas humilier. Il faut vraiment appliquer la légitime défense. Il faut faire en sorte que ce qui arrive aux États-Unis, en Afrique ou partout ailleurs n'arrive nulle part. Et en France, on doit s'organiser avec la réalité française. Donc voilà pourquoi on salue cette action, voilà pourquoi on est venu. Et il faut savoir une chose, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, même si ça a une forme différente, dans le fond, c'est la même chose. Beaucoup de gens se laissent aveugler par rapport au fait que ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas le même spectacle de ce qui se passe en France. Ils ont l'impression qu'en France, on a plus de droits et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas parce que le meurtre est moins spectaculaire qu'il n'y a pas de meurtre quand même. Quand on vous empêche d'accéder légitimement au logement parce que vous êtes noir, lorsqu'on vous empêche d'accéder légitimement au monde de l'emploi parce que vous êtes noir, lorsqu'on vous empêche légitimement d'avoir un nom qui ressemble à votre couleur, parce que vous devez ressembler à blanc, etc., on vous tue à petit feu. Il y a différentes manières de tuer les gens. Il faut bien comprendre. Lorsqu'on met une balle à quelqu'un, au moins, ceux qui survivent, ou si la personne survit, elle comprend que celui, le système qui lui a mis une balle, c'est son ennemi. Mais il n'y a rien de pire qu'un système qui vous empoisonne tous les jours et que vous êtes convaincu que c'est votre meilleur ami, que vous êtes convaincu que c'est à lui que vous devez demander de l'aide. L'aide, on peut l'avoir contre nous. Et je répondrai à une chose parce que j'ai vu ce truc-là, une personne qui nous disait, ouais, vous dénoncez le crime des Noirs, mais pourquoi vous ne parlez pas de ces deux Noirs qui ont fait ceci ou cela là-bas? Il faut bien comprendre. Le problème, c'est pas de parler de faits divers. C'est de parler de racisme systémique. Les faits divers doivent être condamnés. Ce n'est pas le problème. Nous, on parle d'un racisme systémique qui fait qu'il y a tout un système, des institutions, un État qui sont capables de soutenir le racisme anti-noir, qui sont capables de soutenir la négrophobie. C'est pas pour rien qu'on est là. Vous croyez qu'on était à l'école maternelle, que ce soit nous, la LDNA ou d'autres, quand on était à l'école maternelle, on s'est dit, putain, je serai à la place de la Madeleine en train de me les cailler quand il pleut pour faire des manifestations, pour réclamer les droits, etc. Nous, quand on était petits, on croyait aux dessins animés, on croyait aux films dans les cinémas, on croyait à Superman, on croyait qu'on pouvait être docteur, etc. Mais on a pris la douche froide, et voilà pourquoi on est là. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe à Haïti, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe en France, c'est le même combat. La seule chose qui change, c'est la forme. Et nous tenons à dire, nous félicitons vraiment la LDNA pour cette démarche et nous ne dirons jamais assez. Que vous nous voyez à leur côté ou pas à leur côté, nous incitons tous les frères et sœurs, où qu'ils soient, s'ils ne veulent pas nous rejoindre, de créer leur propre groupe. Mais il faut qu'on pousse partout comme des mauvaises herbes. À chaque fois qu'ils nous frappent abusivement, on appliquera le principe de la légitime défense. Voilà ce que j'ai à dire, parce que s'il y avait le principe de la légitime défense, autant de Noirs ne seraient pas tués aux États-Unis, et ici, il n'y aurait pas autant d'humiliation qui nous seraient faites, etc. Parce qu'à un moment, il faut bien comprendre, et je ne le dirai jamais assez, que s'il y a de la coloration dans les programmes télévisés, dans les arènes politiques, etc., c'est pas venu à base de bisous, c'est parce que la presse a brûlé après les révoltes de Zi et de Bouna. Je ne dis pas que je suis pour le feu, je ne dis pas que je suis pour la violence, mais je dis que s'ils ont coloré le paysage médiatique, politique et tout ce qui s'ensuit, c'est parce que la presse a brûlé et qu'ils ont eu peur que ça continue à brûler. Je dis juste, il faut en tirer les leçons et arrêter de voir les trucs du genre, on ne résout pas tout par la violence. Je le redis, je ne suis pas pour la violence, mais je suis pour être entendu. Si on ne m'entend pas, il faut que je fasse ce qu'il faut pour être entendu. Et voilà pourquoi, je le redis encore, je félicite cette action. Même si on n'est pas, c'est à partir d'une poignée qu'on est capable de changer le plus grand nombre. Et Malcolm X le disait, la plus petite partie dans une dynamite ou dans une explosive, c'est la mèche. Et c'est à partir d'elle, quand vous l'allumez, que ça se répand dans la poudre et que ça fait tout sauter. Donc on sera la mèche et bientôt vous serez la poudre. Et vous croyez-moi, on va faire sauter le baril de l'injustice et croyez-moi, ça va faire mal. Donc voilà, merci. LDNA, courage. Merci. Ouais, merci Franco, merci la brigade anti-négrophobie, merci pour le passage. Bah, aujourd'hui, on se rassemble là aujourd'hui, c'est surtout pour dénoncer les crimes qui se passent sur les afros, parce que malheureusement, c'est pas qu'aux États-Unis, les mêmes choses arrivent en France. Mais vu qu'en France, c'est pas en masse, on a l'impression que non, qu'il n'y a rien. Mais si, c'est juste que c'est quand ça nous arrive qu'on commence à demander de l'aide. Parce qu'à chaque fois, on voit que
quand il n'y a pas de problème, personne ne réagit. On attend à chaque fois que le problème arrive pour commencer à réagir. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? On attend à chaque fois qu'un de nous se fasse tuer ou victime de racisme pour réagir. Parce que regardez ce qui se passe en ce moment avec les personnalités noires. Parce que nous, on le dit, ces personnes-là, pendant l'année, on ne les voit jamais prendre la parole. Ils ne parlent jamais de racisme. Limite, quand tu les entends parler, ça n'existe pas pour eux. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut même pas parler de ça. Mais quand ça les arrive, quand ça les touche, mais d'un coup, ils veulent se faire porte-parole de ce racisme, alors qu'on ne les voit jamais. Donc c'est pour dire qu'à un moment, disons-nous la vérité, le problème, parce que nous, à la LDNA, on ne parle plus, on n'est pas dans les nationalités, parce qu'on estime que c'est ça qui nous divise. Ça veut dire le problème du Sénégalais, ça doit être le problème du Congolais. Parce qu'avant d'être Congolais, Sénégalais, Ivoiriens, ce que vous voulez, on est des Africains. Ok? Parce que quand vous regardez l'Europe, ils se battent pour défendre, pour protéger l'Europe. Ils ne sont pas en train de se battre pour protéger la France ni l'Allemagne. Ils se défendent pour protéger l'Union européenne. Alors que nous les Africains, chacun veut se battre pour soi. Non, on ne peut pas y arriver comme ça. Moi, je vois par exemple sur Paris, tous les jours, il y a des manifestations. Tu vois les Camerounais de l'autre côté, les Congolais de l'autre côté. Mais on ne va jamais arriver comme ça. Normalement, on fait une manif pour tout le monde. Et quand demain, il y a un truc pour les Congolais, tout le monde, on doit être là. C'est juste pour dire qu'à un moment, il faut commencer à se relier. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, la même chose se passe en France. La même chose se passe en Italie, en Suisse, en Afrique. Mais si on est là à se dire que parce que c'est aux États-Unis, on ne doit pas se sentir concerné. Regardez, quand l'Allemagne est touchée, on voit les Français, la Tour Eiffel, ils mettent le drapeau, les couleurs de l'Allemagne sur la Tour Eiffel. Les Français se sentent concernés. Pourquoi, à votre avis? Posez-vous la question, pourquoi? Parce que c'est leur semblable. Ils se sentent touchés. Mais nous, on est là, on est divisés. Moi, je ne parle pas d'union. La LDNA, on ne peut pas parler d'union, mais d'unité, c'est possible. Ça veut dire qu'on met nos différences de côté. Le fait que tu sois oublié entre les nationalités, c'est ça qui nous tue. Et quand vous regardez bien aux États-Unis, ils sont aussi aliénés. Quand je dis au niveau de l'aliénation, c'est pire que nous. Mais ils se défendent encore plus que nous. Parce qu'ils savent, ils connaissent leur histoire. Ils savent c'est quoi. Parce que pour eux, ils ne doivent pas se laisser faire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une domination de la suprématie blanche. Il y a une domination. Quand tu te laisses faire, ils te disent rien. Mais dès que tu te défends, bah, tu deviens l'homme à abattre. C'est-à-dire, eux, ils ont le droit de tuer, de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est de la légitime défense. Mais quand un noir se défend, il est criminel. À chaque fois, c'est eux qui dirigent les choses. C'est eux qui disent quoi faire. Ils peuvent aller bombarder des gens. Ils vont bombarder un pays, tuer des habitants, tuer des enfants. Mais quand toi, tu vas répliquer, ils vont t'appeler terroriste. Et c'est ça qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont le droit, parce qu'eux, ils ont le permis de tuer. Mais nous, quand on se défend, on devient les criminels. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Parce qu'en France, regardez en France, on a l'impression, rien que sur Paris, on dirait que les Noirs ne se sentent pas concernés par le problème. Ils sont endormis, ils sont conditionnés. Et c'est pour ça que là, il y a plein, ils découvrent tout de suite l'existence d'Éric Zemmour. Il y a plein de Noirs là pour eux. Ils viennent le découvrir, ce monsieur. Ils ne savaient pas que ça existait un mec comme ça. Ils sont choqués. Parce qu'ils sont conditionnés. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est les mêmes méthodes qu'ils sont en train d'utiliser. C'est ça que faisait Hitler. A toujours montré une population, une minorité, comme quoi c'est eux les responsables de ce qui se passe dans un pays. Ils nous pointent du doigt. Ça veut dire ça, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je parlais de ça, on me prenait pour un fou. Je dis, ils sont en train de galvaniser les nationalistes, les fachos, les identitaires. Ils sont en train de les galvaniser en leur disant le problème de l'Europe, le problème de la France, c'est à cause des immigrés, c'est à cause des Noirs. Ils s'en fichent que vous soyez français ou pas. C'est ça qu'elle ne comprend pas, Madame Si. Elle revendique sa France, qu'elle est française. Mais lui, il n'a pas hésité à le rappeler que vous êtes noir, vous êtes une africaine, vous n'êtes pas française. C'est ça que vous devez comprendre. Parce qu'eux, ils sont en train de s'organiser. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on est occupé à divertir les gens, on est occupé dans les sapes, on est occupé dans la musique. On pense que quand on est noir,
on est bon qu'à taper dans un ballon. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que si ça se passe comme ça en France, c'est pourquoi? C'est parce que l'éducation est défaillante dans notre système ici en France, dans la communauté noire. Parce que les parents, dans leur tête, ils pensent que pour éduquer des enfants, il faut leur mettre des gifles, il faut frapper un enfant. Mais c'est pas ça qui fait l'éducation d'un enfant. Un enfant, il faut investir sur lui donner les conditions qu'il faut, l'envoyer à l'école pour que plus tard, il devienne avocat, médecin, député. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut infiltrer le système. Parce que c'est bien beau de dire que à la cité, on dit ouais, moi je ne vais pas devenir policier, je ne vais pas devenir gendarme. Mais quand les mêmes policiers ils viennent, ils vous tirent dessus, on se plaint. Mais c'est normal parce qu'on laisse la place à des personnes peut-être qui portent l'uniforme, mais qui n'ont rien à voir. Ils n'ont pas leur place là-dedans. Posez-vous la question. Est-ce que parce qu'on est noir, on est bon qu'à faire de la musique et taper dans un ballon? Tout le monde nous tire dessus. Tout le monde nous tue, on nous marche dessus, on nous crache dessus. Et nous, tout ce qu'on sait faire, c'est quémander l'amour des gens. On pense qu'on ne peut pas y arriver sans les autres personnes. Mais à un moment, on peut vivre, se défendre, ce n'est pas avoir la haine de l'autre. Vous pensez que quand il y a un afro-descendant qui est tué aux États-Unis, imaginez si, dès le lendemain, ici en France, on sort dans la rue, on manifeste. À un moment, je ne sais pas comment vous dire, mais il faut qu'on soit dans l'unité. Il faut se relier. Arrêtons de dire que le problème qui se passe aux États-Unis, ça ne nous concerne pas. C'est la même chose qui se passe en France. Il y a une domination de la suprématie blanche. Est-ce qu'on va continuer à rester dans la domination, à se laisser faire? Parce que, je le répète encore une fois, nous, quand on fait nos actions, les policiers qui sont en face de nous, ils nous respectent. Et même quand on se retrouve en garde à vue, ils nous respectent. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'on est en train de se battre. Nous, on se bat pour qu'on respecte nos droits. On a des devoirs, on a des droits. Ils nous respectent. Il faut arrêter de croire qu'il faut baisser la tête. C'est pas le fait de fermer sa bouche, de baisser la tête qui arrangera les choses. Au contraire, c'est faux. Et on peut voir, ils n'hésitent pas aussi à dire que ce sont des abolitionnistes. Mais c'est faux aussi. Parce que quand on regarde bien l'histoire, ce ne sont pas eux qui ont aboli l'esclavage. Eux, ils se sont juste précipités pour éviter que ça contamine les autres côtés. Parce qu'on va dire que l'esclavage a déjà été aboli par nos ancêtres du moment qu'ils ont vaincu l'armée de Napoléon. Du moment qu'ils ont fait un tabassage sur l'armée de Napoléon. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Arrêtons de croire qu'on doit tout à ces personnes-là. Arrêtons de croire qu'on doit être dans la reconnaissance. On n'a pas besoin de reconnaissance. Il faut juste se battre pour ses droits. Et les Noirs, on est partout, les Afro-descendants. C'est partout qu'il faut se battre. On ne doit pas se battre qu'en Afrique. Si les gens qui sont en Afrique, sur le continent, ils regardent de loin, ils voient qu'il y a leurs frères, leurs sœurs, qu'on est là en train de se battre au cœur du système, ça va les motiver aussi à se battre là-bas. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé de tous aller en Afrique pour se battre en Afrique. Les Noirs sont partout, au Brésil, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique. Il suffit juste de s'organiser. Organisons-nous, au lieu de se laisser marcher dessus tout le temps. Parce que oui, soi-disant qu'on est des immigrés, mais c'est nous qui fait tourner la France. Les personnes qui se lèvent à 4h, 5h, 6h du matin, vous les voyez dans les... C'est nous, c'est les immigrés, c'est ces mêmes personnes sur qui on crache toute la journée, c'est eux qui font tourner la France. Et nous, à la LDNA, on le dit, si on doit pratiquer le système de chacun chez soi, il n'y aura pas de blanc aux États-Unis, il n'y aura pas de blanc en Australie, il n'y aura pas de blanc au Canada. Parce que ce ne sont pas chez eux là-bas. Ce ne sont pas chez eux. Donc à un moment, quand ces personnes-là osent dire aux immigrés, aux Noirs, rentrez chez vous, bah commencez déjà par rentrer chez vous, ensuite nous on retournera chez nous. Parce qu'il n'y a pas une invasion, les Africains ne sont pas en train d'envahir la France ni l'Europe. Par contre l'Europe envahit l'Afrique via des bases militaires, par des entreprises qui ne payent pas des impôts. C'est ça qu'il faut, on doit se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas normal. Parce que quand je vois qu'il y a des problèmes, on est touché par des problèmes, mais les Noirs, on ne réagit pas.
On est là comme des moutons, conditionnés. On attend quoi? Que demain, il y a une chasse à l'homme qui commence en France, ils vont commencer à traquer les Noirs. Je sais si ça n'existe déjà. Je ne sais pas, ça doit déjà exister, ça commence déjà. Mais sauf qu'on ne le voit pas. Vous attendez quoi? Que demain, ils commencent à venir vous chercher dans vos maisons, comme ils l'ont fait? Parce qu'il ne faut pas oublier à qui on a affaire. Ce sont quand même des gens qui ont collaboré avec Hitler pour traquer des Juifs dans ce pays. Tout simplement parce qu'ils étaient différents, ils n'étaient pas comme eux. Et je le dis à tout le monde, si demain il y avait une guerre et que la même chose se reproduisait, ils viendront vous traquer chez vous. Et ce n'est pas parce que vous êtes en couple mixte, vous êtes avec un blanc, vous êtes avec une blanche, qu'il ne faut pas dénoncer les choses qui touchent votre communauté, qui touchent votre peuple. Si vraiment ce sont des personnes qui vous aiment, ils doivent être à vos côtés. Limite, c'est eux qui doivent vous pousser pour vous dire « Allez vous battre et je suis derrière toi, je te donne la force ». Mais les gens, les Noirs pensent que le fait d'être en couple avec un blanc ou une blanche, ça veut dire qu'il ne faut pas dénoncer le système, il ne faut pas prendre la parole, il ne faut pas dire les choses qui se passent. C'est faux. Moi, j'ai des amis qui sont blancs, j'ai des amis maghrébins, et ça ne les dérange pas de voir que je dénonce des choses qui se passent au Maghreb. Je dénonce des comportements des racistes. Ça ne les dérange pas, parce qu'ils acceptent. C'est mon combat. Et c'est ça qu'on doit se mettre dans la tête. On veut trop quémander l'amour des gens. On est là, on aime tout le monde, sauf nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on le dit à la LDNA. Le premier négrophobes du noir, c'est le noir lui-même. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Parce que quand on se déteste, et on déteste ses semblables, c'est parce qu'il y a un problème. Donc elle, vous prenez l'exemple de Absa Toussi, elle a déclaré quoi? C'est pas parce qu'on est noir qu'on doit être solidaire. Quand elle déclare ces phrases-là, pourquoi vous allez vous maintenant vous battre pour elle? Pour elle, elle a dit c'est personnel. Donc laissez-la régler ses problèmes. Laissons-la régler ses problèmes. Ces personnes, ce sont des capitalistes. Ils n'ont pas le temps pour lutter contre le racisme, contre la négrophobie. Tout ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent, c'est faire du business. La police nous tue. Et nous, on est là, on les regarde. À chaque fois, c'est quand on est victime, on organise des manifestations. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? On envoie des courriers, mais on n'a pas d'accusé de réception. La même chose qui s'est passée avec la manifestation pour la Libye. On a manifesté, mais la suite, est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé après? Non. Nous, on est bon qu'à ça. On envoie des courriers, on n'a pas l'accusé de réception. À un moment, ça ne sert à rien d'envoyer des courriers si vous n'avez pas l'accusé de réception. Regardez aujourd'hui en France, qui nous représente aujourd'hui? Il n'y a personne qui vous représente. Vous, les Afro-descendants, les Africains, personne ne nous représente. Les autres communautés, ils ont tous un représentant qui a un accès direct à l'Élysée. Quand il y a un problème dans leur communauté, ils vont tout de suite à l'Élysée. Que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau des autres communautés. Mais nous, on n'a personne. On n'a personne. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas organisés. Pourtant, c'est nous, on fait tourner l'économie. Parce qu'on est des consommateurs primaires. On ne contrôle pas notre marché. On dépense, mais on ne produit rien. À un moment, c'est possible. Parce que quand on regarde bien, on peut leur faire comprendre que désormais, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous écoutent. On ne veut pas être paternés. On ne veut pas des paternalistes. C'est à nous, on sait c'est quoi notre problème. C'est pas un Chinois, c'est pas un Blanc, c'est pas un Arabe de venir nous dire quand nous sommes victimes d'injustice, de négrophobie, de racisme. Parce qu'ils ne sont pas dans notre corps. Et ce n'est pas à vous non plus d'aller leur dire quand ils sont victimes d'injustice. Et aujourd'hui, si la police, si on voit des Afro-descendants se faire tuer, c'est parce qu'on se laisse faire, on accepte de subir. On ne subit pas, mais on l'accepte de subir. Vous subissez parce que vous avez peur de vous défendre. Vous subissez parce que vous avez peur de perdre le petit confort que vous donne la suprématie blanche, c'est-à-dire votre boulot. Vous avez peur de manifester. Regardez, eux, quand il faut manifester pour réclamer leurs droits, ils n'hésitent pas
et ils le font, à déposer des journées de travail bloquées pour aller manifester, pour réclamer leurs droits. Mais regardez les afro-descendants, les Noirs. Il y a une manifestation, ils te diront, je vais au travail, je vais servir le maître, et quand je finis, si vous êtes encore là, je viens réclamer mes droits. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas organisé, on n'a pas un syndicat noir. C'est possible. On peut créer un syndicat qui nous représente, qui représente les Noirs qui travaillent, qui font tourner l'économie en France. Et demain, quand on a un problème, ils vont direct à l'Élysée, ils pourront faire sortir les gens dehors dans la rue. Parce qu'à chaque fois, on ne doit pas attendre de prendre une balle dans la tête. Regardez Aboubacar, il est mort à Nantes. Vous avez brûlé des voitures. Les gens, ils ont manifesté. Mais et après, la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? On attend jusqu'à la prochaine victime et on ressortira dehors dans la rue pour dire qu'on n'est pas content. Mais on ne fait rien pour prévenir les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? C'est ça qu'on doit tous s'asseoir et en parler. Aujourd'hui, c'est possible. On peut mettre une fois, on peut mettre une caisse. Sur Paris, disons qu'on est 1 million de Noirs. Si chaque mois, on arrive à mettre chacun 10 € dedans, ça fait combien? Comme ça, quand il y a des problèmes, au lieu d'attendre l'État, on a juste à débloquer les sous, régler le problème, ensuite se tourner vers l'État. C'est ce qu'ils font les autres. Quand vous voyez les migrants qui viennent, les Noirs qui sont nés ici ne les calculent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de culture. Ils pensent qu'ils sont différents de ces personnes. Ils les appellent les blédards. Moi, je suis fier, j'accepte d'être un blédard. Parce que je connais mon histoire. Je sais d'où je viens. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des migrants, ils se font pourchasser par des identitaires et que les Noirs ne réagissent pas. Parce que pour eux, ça ne les concerne pas. On les voit même à Porte de la Chapelle quand on va leur donner à manger. On voit des Noirs, des Africains qui passent à côté sans même les regarder. On était à Lyon, on l'a vu. Parce que pour eux, limite, ils ont honte, ces personnes. Le fait de voir des migrants dehors comme ça, le Noir, il a honte de dire oui, ce sont mes semblables, ce sont mes frères. Donc il est capable même de dire au blanc, son ami blanc, ah moi je suis pas comme eux, ah t'es fou, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on passe notre temps à se dénigrer entre nous, à dire ah les Congolais c'est comme ça, ah les Sénégalais c'est comme ça, ah les Ivoiriens c'est comme ça. On veut prouver aux autres que nous on est différents. Mais eux ne vous prouvent pas ça. Moi je ne comprends pas. Quand un Congolais il est avec un blanc, il va dénigrer les Ivoiriens en disant les Ivoiriens ils sont comme ça, ils aiment que faire la fête. Quand l'Ivoirien il est là, il va dire les Congolais. À un moment c'est pour ça que le problème du Congo, les Africains ne calculent pas, ne réagissent pas. Parce qu'on pense que le problème du Congolais, ce n'est pas le problème du Sénégalais. On voit sur les réseaux sociaux les Guinéens qui s'insultent avec les Sénégalais sur les réseaux sociaux. Ils font des pages. On vient, on nous sollicite pour nous dire est-ce que c'est possible d'intervenir? On dit non. Parce que si vous ne comprenez pas que le problème, ce n'est pas s'entretuer entre nous. Parce qu'on est les premiers. Et je vais aller franco. Regardez dans les cités. Il y a combien d'immigrés? Il y a combien d'Africains? Combien d'Afro-descendants? Pourquoi dans nos banlieues, quand un jeune à la cité, on va dire un noir, il vient, il tire sur son semblable noir pour une histoire de rentrée, pour une histoire de femme? Pourquoi on ne s'indigne pas de la même façon quand un policier blanc, il vient, il tire sur un noir? Ça veut dire entre nous, on peut s'entretuer, mais quand c'est d'autres personnes, ça vous dérange. Mais si ces personnes-là le font, c'est parce que nous-mêmes, on ne respecte pas notre vie. On ne montre pas qu'on a du respect pour notre vie. Si on s'entretue entre nous, pourquoi les autres n'entront pas nous tuer? Et là, et vous voyez, c'est pour ça que le noir, à la cité, tu sais qu'il y en a plein ici qui habitent dans la cité. Par exemple, le fait que je suis noir, je veux venir t'embrouiller, tu n'hésiteras pas à te taper contre moi. Mais quand c'est le petit blanc, on le sait tous, on réfléchit 2 fois. Parce qu'on a peur. On sait que lui, il va aller porter plainte et tu pourras aller en prison et patati patata. Mais quand c'est un noir, tu t'en fous, tu limites. Tu vois, c'est ça, parce qu'on a une facilité. Et cette violence, parce qu'on est là, on reproduit, on retransmet la violence. Et c'est pour ça que je dis, c'est l'éducation. Un enfant qui est éduqué avec la violence, à prendre des coups.
quand il grandit, il retransmet la même chose. Et c'est ça, on peut le voir en Afrique, ce qui se passe en Afrique. Si on s'entretue, c'est par rapport. Parce qu'il y a des choses dans l'éducation africaine qui ne sont pas forcément bons à garder à l'ordre d'aujourd'hui, en 2018. Parce que quand on regarde en Afrique, si on s'entretue, c'est parce qu'on ne donne pas de la valeur pour notre vie. On s'entretue parce qu'on a grandi dans la violence. On ne se rend même plus compte que ce n'est pas normal. Pour un I ou pour un A, on s'entretue. Mais quand il s'agit de s'entraider, il n'y a plus personne. Quand on vous dit, venez, on va essayer d'aller aider une maman qui a des problèmes, venez, on essaie d'aider une soeur, il n'y a plus personne. On est bon qu'à parler. On est bon qu'à faire les inspecteurs des travaux finis. Ah oui, vous aimez jouer les conseillers sur Facebook, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas la bonne méthode. Mais si vous avez la bonne méthode, faites et les gens vous suivront. Chacun doit être utile. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que nous, à la LDNA, on ne parle pas de nationalité. On ne parle... Moi, les gens ne savent pas de quelle origine je suis. Et tant mieux comme ça, je n'ai pas honte, parce que je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de sortir mon drapeau, de crier toute la journée, je suis ça, je suis ça. Parce que notre but à nous, c'est rassembler les gens. Et si moi je viens, je crie ma nationalité, si demain je critique un Congolais, il dira « Ah, parce que je suis Sénégalais, c'est pour ça que je le critique. Ah, parce que je suis Ivoirien, c'est pour ça que je le critique. » C'est pour ça que je ne parle pas de ma nationalité, que ce soit moi ou nos adhérents, ni la religion que je pratique. Je n'ai pas besoin de le dire. Les gens ne savent pas si je suis chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, parce que ça ne regarde pas les gens. On ne peut pas se rassembler en mettant ces choses-là en avant. Parce que si demain je viens, je te critique, et que tu es chrétien, tu diras quoi? Parce que je suis musulman, c'est parce que je te critique. Ou parce que je suis chrétien, c'est parce que je critique le musulman. On doit se mettre dans la tête que dorénavant, il faut l'unité. Tous les Noirs ne sont pas nos frères et sœurs. Et c'est ce qu'on dit à la LDNA. Mais ceux qui sont prêts pour se battre, ceux qui sont prêts pour former cette communauté, pour qu'on s'entraide, pour qu'on se fasse écouter, avançons avec eux. Pourquoi vouloir attendre que tous les Noirs se réunissent? Non. Quand vous allez prendre le train, il y a plusieurs trains, il y a des départs. Si tu as loupé le train, tu prends le prochain. Alors avançons. Si nous, la génération d'aujourd'hui, on avance, si les autres, ils ne sont pas là, bah, ils prendront le train la prochaine fois. Pourquoi forcément vouloir attendre pour que tout le monde soit prêt? On vient, on me dit oui, les Noirs ne sont pas prêts, il faut... Non, ceux qui sont prêts, on a des vaillants, on a des guerrières, on a des Amazones dans notre communauté, que ce soit ici en France, aux Antilles, dans les Caraïbes. On n'a plus besoin d'aller chercher des alliés chez des personnes qui ne nous aiment pas. Parce que quand tu vas chercher, de la force de l'autre côté, tu es redevable. Surtout sachant que le Noir, tu lui donnes juste un verre d'eau. Pour lui, il va être redevable mais jusqu'à la fin de sa vie. Imagine maintenant, tu lui donnes de la force pour lutter. Et c'est ça qui nous fait qu'à chaque fois, on se fait baiser. Je suis désolé de dire les choses comme ça. Parce qu'on laisse trop les gens venir nous aider, nous tendre la main, et après, on est obligé de faire la même chose. Et on est obligé d'être sous tutelle. Aujourd'hui, regardez, si aux États-Unis, on voit, il y a des afro-descendants qui sont milliardaires, qui sont millionnaires. Vous croyez c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes qui se sont sacrifiées. Il y a des ancêtres, il y a des anciens en nous qui se sont sacrifiés pour que ces personnes-là, aujourd'hui, arrivent. Mais pourquoi en France, les afro-descendants en France, la communauté noire, les Africains, on n'arrive pas à s'unir? Pourquoi on n'arrive pas? Nous, on fait 800 km pour aller aider des mamans parce qu'ils ont des problèmes. La police ne veut pas les écouter, ne veut pas prendre leur place. Mais quand on arrive, le fait qu'on soit, le fait d'être unis, le fait d'arriver à plusieurs, on arrive à faire débloquer les choses. On ne pourra pas se battre chacun dans son coin. Moi, je vois les premiers qui nous critiquent. Ce ne sont pas les Blancs, ce ne sont pas les Maghrébins, ce sont les Noirs eux-mêmes. Ce sont les Noirs eux-mêmes. Moi, ça nous dérange pas, parce qu'on a l'habitude, on les connaît, ils sont comme ça. Mais demain, quand ça va être prêt pour manger, ce sont les premiers qui seront à table pour manger. Et pourtant, ils n'étaient pas là pour combattre.
Parce que c'est comme ça. Le noir, il est comme ça. On est des égoïstes. Au lieu de venir me voir pour me dire, frère, comment tu as fait pour réussir? Comment tu as fait pour acheter une voiture? Comment tu as fait pour construire ta baraque que je te transmets, que je te donne? Le secret, bah, il va commencer à te dénigrer, il va commencer à t'insulter. Limite, s'il peut te tuer, il va le faire. Et ça, il faut qu'on se pose la question. On ne peut plus laisser continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire le rassemblement ici, en soutien pour les victimes, pour les afro-descendants qui se font tuer aux États-Unis. Il y a des Renois qui sont venus nous dire « Oui, mais pourquoi on doit aller là-bas? Ça ne nous regarde pas. » Bien sûr, ça vous regarde. Parce que ça donne des idées, ça donne l'exemple à d'autres personnes pour faire la même chose sur nous. Parce qu'on ne réagit pas. Moi, je vois la communauté maghrébine en France. Quand il y a un maghrébin ou un arabe, il se fait tuer, je ne sais pas où, on voit, ils sont tous dehors. On voit, ils sont tous dehors. Et pourtant, ce n'est pas en France. Mais ils sont là à manifester, ils sont là à se faire écouter. Par exemple, ils se battent pour la Palestine. Mais ils n'habitent pas en Palestine. Il ne faut pas habiter en Afrique, il ne faut pas habiter aux États-Unis, au Brésil, pour se sentir concerné par les problèmes de nos semblables. Sinon, à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? On continue chacun dans son coin et on va continuer à se faire massacrer, se faire tuer. Donc, à un moment, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Posons-nous la question, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas continuer à regarder les gens nous marcher dessus, nous prendre pour de la merde. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, on est des Africains, on est noirs, que tu sois français ou pas. Hey, dans leur tête, vous êtes un noir homme et pas un homme noir. Lui, c'est un homme blanc. Vous comprenez ou pas? Parce que le code noir existe toujours, n'a jamais été aboli. On est encore des biens meubles. Et c'est pour ça que Zemmour a osé dire à cette dame, ton prénom, ça ne te va pas, je t'appelle Corinne. S'il faut s'appeler Corinne pour être français, bah dans ce cas, en Afrique, commençons par dégager tous ces noms d'esclavagistes. Est-ce que vous trouvez normal qu'en Afrique, il y a des écoles qui s'appellent Napoléon, des boulevards qui s'appellent De Gaulle, des personnes, nos anciens bourreaux, et nos héros, ils n'ont même pas leur nom. Il n'y a rien qui les représente là-bas, parce que nous sommes aliénés. On pense à vouloir faire, à ressembler aux personnes qui nous oppriment. Mais je le répète encore une fois, on aura beau se blanchir la peau, on aura beau blanchir notre cerveau, on aura beau porter des tissages, on reste noir, on reste africain. Tu auras beau être millionnaire, milliardaire, quand vous êtes devant eux, vous êtes des noirs. Voilà, je vais donner la parole à une autre personne. Si des personnes souhaitent parler, je vous donne la parole. Merci, merci mec. Bravo pour ton courage. Otep, la famille. Otep. Otep. Nous sommes nombreux à nous considérer comme africains, kamites, kémites, encore panafricains. Mais peut-on parler d'unité et se cacher derrière sa nationalité, revendiquer haut et fort sa nationalité, alors qu'on cesse de parler d'unité? Il y a quelques mois, dans les rues de Paris, à l'initiative des frères et sœurs de la Guyane, qui étaient en souffrance, un mouvement a été lancé à l'initiative des 500 frères de Guyane. Nous banquer ça et crier. Nous sommes bons avec ça. Ça a été repris à Paris avec de nombreuses marches. Nous avons participé à de nombreuses marches. Pourquoi j'en fais part de cette information? Parce qu'on se dit solidaire. On aimerait que les afro-descendants se sentent solidaires avec les frères de Kama. On aimerait qu'ils tendent la main aux frères de Kama. Mais combien de frères de Kama étaient présents aux manifestations? Combien de frères de Kama étaient présents aux marches pour la Guyane? Il n'y en avait pas un seul. Donc, c'est facile après sur Facebook de dire les Guyanais devraient faire ça, les Guyanais devraient demander l'indépendance. Si après on ne les soutient pas, si après on ne leur tend pas la main,
qu'on ne s'étonne pas que le Guyanais se sente tout seul et qu'il ne crie pas haut et fort son africanité, puisqu'on n'est pas capable de lui tendre la main. Il n'est donc pas possible de parler d'unité si on se cache derrière sa nationalité. On ne peut pas demander aux autres de nous ressembler si on n'est pas capable de tendre aux autres la main. Autre problème, les éliminatoires de Coupe du Monde. Il y avait un match de football, pour ceux qui s'intéressent au football. Congo, Brazzaville, contre Congo, Kinshasa. Le même peuple, les mêmes, deux frères, deux cousins. Je parle de cousins, deux frères, c'est les mêmes, séparés par un fleuve. Qu'est-ce qui s'est passé sur le net, sur Facebook? Les frères se déchiraient, mais c'était grave. Les frères ils étaient prêts aux insultes pour un match de football, alors que c'est le colon qui vous a séparés. C'est quand même gravissime. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe encore actuellement en Afrique? À Mayotte, c'est chaud, chaud, chaud à Mayotte. Parce que le schéma colonial de l'État français se remet en place. C'est exactement le même schéma colonial qui a été mis en place aux Antilles, mis en place dans d'autres parties du monde. Et bien l'État colonial français remet ce schéma colonial à Mayotte. Lorsque j'ai eu le malheur de m'intéresser à la situation de Mayotte, de parler de ce qui se passe à Mayotte, une Mahoraise, apparemment, sur Facebook m'a dit « De quoi tu parles? Tu n'es pas de Mayotte. » De quoi je parle? Moi, je ne dis pas que je suis de Mayotte, je ne dis pas que je suis de Mars. Je dis que je suis un Kamite. Et tout Kamite qui se doit se sentir concerné. Comme nous avons coutume de dire au Réveillka, nous sommes une famille. Et dès qu'on touche à un membre de la famille, on touche à toute la famille. Donc, je ne peux pas laisser mon frère ou ma soeur souffrir et ne pas réagir, attendre que les autres réagissent pour moi. Non, c'est pas comme ça se passe. Et oui, parce qu'on a trop coutume de dire qu'est-ce que tu fais toi? Face à une injustice, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que face à une injustice, il y a deux possibilités. Soit on ne se sent pas capable et on ne fait rien, soit on se sent capable et on agit. Maintenant, agir, il y a plusieurs façons d'agir. Soit on se sent capable, on retrousse les manches et on part au charbon, comme je dis. Soit on commence par partager l'information. On va peut-être pas sur le terrain parce qu'on a, entre guillemets, peur, mais on peut déjà partager l'information. Ne serait-ce que partager l'information, c'est déjà une forme d'action. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont pris la fâcheuse habitude. Je sais, j'informe mon petit comité et je garde ça pour moi, j'informe pas les autres. En fait, on reproduit le schéma du leucoderme. On reproduit le schéma des francs-maçons qui nous ont volé notre savoir, qui maintenant gardent le savoir comme c'était une chaise gardée, et maintenant disent qu'il ne faut pas partager le savoir. Je ne suis pas pour ce principe, car comme j'ai coutume de dire, comme nous avons coutume de dire au Réveillka, le savoir est une arme, mais cette arme ne vaut que s'il est partagé. Il existe trois façons de contrôler un peuple, trois façons. Militairement, regardez ce qui se passe à Kama. La France installe ses bases militaires un peu partout. Les Chinois arrivent en force pour installer leurs bases militaires. Dernièrement, je me suis un peu accroché avec un frère sur le net. Le frère se réjouissait que les Russes et les Chinois arrivent en Afrique. Il dit « Ah oui, ça va être bien ». J'ai dit « Frère, mais ouvre les yeux. Tu ne peux pas te réjouir de te débarrasser d'un colon, la France, et te réjouir de l'arrivée d'un autre colon, le Chinois ou le Russe. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire, tu sous-entends que nous sommes des grands enfants. Nous avons toujours besoin d'un adulte. Deuxième façon de contrôler un peuple. Économiquement. Regardez ce qui se passe en Afrique dite francophone. Je dis bien dite francophone. Parce que beaucoup de la population ne parle pas français. Pourtant, on l'a labellisé francophone. Ne demandez pas pourquoi, c'est le travail du colon. Alors, avec le franc CFA, on contrôle votre monnaie. Le franc CFA est fabriqué en France. On calcule le coût de cette monnaie. Et il faut savoir que
cette monnaie, vous devez payer un impôt dessus. Donc, autrement dit, devant et par derrière, dans tous les trous. Donc, ça s'appelle le franc CFA. Mais il y a une autre façon de contourner. Ok, vous allez me dire, c'est la monnaie sur place. Mais qui vous oblige de fonctionner avec cette monnaie? Vous pouvez très bien revenir au système ancien. Pourquoi pas le troc ou une autre monnaie? On n'est pas obligé. C'est le système qui le met en place, on n'est pas obligé. Comme ceux qui habitent sur Paris ou ailleurs, la seule force économique, c'est que l'argent reste pour nous. Il est inadmissible que lorsqu'on touche notre salaire à la fin du mois, on aille dépenser notre argent dans les commerces des autres communautés. Ça veut dire que l'argent ne transite même pas dans notre communauté. Comment peut-on bâtir? On ne peut pas bâtir. Et troisième méthode pour contrôler un peuple, c'est par l'image. L'image, je dis bien l'image. Il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, peut-être une vingtaine d'années, je dirais. Quels étaient les noirs qu'on voyait à la télé? On voyait McDo, Magloire, les footballeurs, les rappeurs. On voyait les clowns. Donc, le petit jeune qui habite en cité, il va se dire « Ah ouais, moi je vais faire du foot, c'est sympa ça. Ah ouais, moi je vais faire du rap. » Mais jamais il va se dire « Ah ouais, je vais faire comme Chaboiseau. » Mais on le voit pas. « Ah ouais, je vais faire comme Maryse Condé. » On les voit pas. Une fois, il y a une représentante de France Loisirs qui est venue toquer à ma porte. Elle me dit « Bonjour monsieur. » Je dis « Bonjour, vous aimez lire ?» Je dis « Oui, j'aime lire. Mais ce que je lis, vous ne l'avez pas dans votre magasin. » Elle me dit « Oui, je dis toujours, on a beaucoup de bouquins. » Vous êtes sûr, madame? D'accord, je vais vous dire. Maryse Condé, vous connaissez? Non, je ne connais pas. Chamoiseau, vous connaissez? Non, je ne connais pas. Pourtant, il a eu le concours en 96, madame. Vous ne connaissez pas, c'est un auteur français, madame. Donc, vous voulez que m'obliger à acheter des bouquins chez vous? France Loisirs. Vous n'avez même pas les bouquins des auteurs français primés. Donc, à quoi bon que j'adhère dans votre magasin, madame? Ce que je veux dire, nous ne sommes pas obligés de lire toutes les bêtises qu'on nous donne à lire. Mais nous pouvons lire au moins un livre pour nous élever. Il y a beaucoup de chaînes de télévision. Nous ne sommes pas obligés de regarder les conneries qui passent à longueur de journée. Nous avons aussi le pouvoir de choisir. C'est pareil lorsqu'on va en rayon, faire ses courses, on se promène. Quelqu'un vient te voir. Je n'ai pas obligé de lui parler. Si tu n'as pas envie, tu ne parles pas. Eh bien, c'est pareil quand tu choisis un livre. Tu choisis un livre qui va t'élever. Je parlais de l'image. Je reviens à l'image. Dernièrement, il y a eu un film qui est sorti sur les écrans. Black Panther. Il y a eu une pseudo-polémique au sujet de Black Panther. J'ai été voir le film. Je l'ai même vu 2 fois. J'ai aimé le film. Beaucoup vont me dire, oui, c'est un frère qui a fait le film, oui, il y a des frères dans le film, mais c'est production Marvel, donc c'est des blancs. Alors, pour commencer, c'est une coproduction Marvel. Marvel a coproduit, il n'a pas produit entièrement. Autre chose, certes, c'est une coproduction Marvel, Disney, par l'occasion, mais au-delà de la coproduction, je regarde que nous apporte le film. Le film nous a donné une image positive de nous-mêmes. Il nous a montré qu'on pouvait être très grand. Et, si vous avez lu entre les lignes, il nous a montré que si on ne nous avait pas volé toutes nos richesses, nous serions, mais dans le futur, nous serions très en avant. Et ça, le Coderne l'a très bien compris. Pourquoi, à votre avis, il déstabilise sans arrêt les pays d'Afrique? Tout simplement pour ne pas qu'on pense à construire. Regardez, il existe en économie une pyramide, la pyramide des besoins. Ça s'appelle la pyramide de Maslow. Il y a les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins tertiaires et les besoins quaternaires. Les besoins primaires, c'est manger, se vêtir et se loger. Que font les ONG qui vont en Afrique? Les ONG, elles maintiennent le peuple dans un état de pauvreté. Comme ça, le peuple est occupé à trouver à manger, le peuple est occupé à chercher à se vêtir, chercher à se loger, et comme le peuple est occupé à chercher à se nourrir, chercher à se vêtir,
Il ne se préoccupe pas de savoir qu'à côté, on lui vole ses richesses. Tout simplement. Dernièrement, je vais à la gare, une jeune demoiselle vient me voir, me dit « Oui, bonjour monsieur, les ONG, vous connaissez ?» Je lui dis « Je connais, mais j'ai un regard très négatif sur les ONG. » Parce que si les ONG étaient vraiment utiles en Afrique, vu le temps qu'elles sont en Afrique, l'Afrique roulerait sur l'or, madame. Et c'est pas le cas. Donc, où va l'argent? Je finis. Black Panther nous a donné l'image d'un monde futuriste, un monde à la pointe, géré par nos frères. Il nous a montré également un film où les sœurs n'ont pas un rôle de subalterne, mais où elles dominent comme de véritables guerrières. Le film a cartonné dans le monde entier. Mais vous pensez bien que ce succès n'a pas plu à tout le monde. Vous pensez bien que cette image positive des frères n'a pas plu à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après? Macron, petit Macron, qu'est-ce qu'il a fait pour la fête de la musique? Il a invité un groupe de musique qu'il aime bien. Mais il se trouve que le groupe de musique qu'il aime bien a donné une image de la communauté. Une image étrange de la communauté. Et je dirais étrange, pour ne pas dire autre chose. Ça donne une image étrange. Parce qu'on a l'habitude de voir l'homme noir, fort, costaud, viril. Là, on a vu l'homme noir. L'homme noir fier de sa féminité. Et là où je dis que l'image est très importante, on est tous responsables. Tous. Pourquoi? Lorsque la vidéo a été filmée, les premières personnes qui ont partagé la vidéo pour soi-disant informer, c'était nous. Nous avons cherché non pas à informer, mais à faire du buzz. En faisant du buzz avec cette vidéo, on se dénigre nous-mêmes. Pourquoi? Ce n'est pas de l'information, c'est du buzz. Et du bad buzz. Parce que ce bad buzz nous colle à notre image. N'oubliez pas une chose, la vidéo ou l'image, lorsqu'on la partage, le cerveau l'imprègne. On a beau mettre un texte, le cerveau, il s'en fout du texte. Il voit que l'image. Et là, qu'est-ce que le cerveau voit? Ah, mais l'homme noir, il est comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, mais j'avais pas cette image. Ah oui, c'est vrai. Il retient ça. Si on veut... pas comme ça, l'homme noir. Hein. Non, mais moi... Non, moi, je suis pas comme ça, je te rassure. Alors, par contre, si on veut faire réfléchir, il est plus judicieux de rédiger un texte. Pourquoi? Le texte, il n'y a pas d'image qui vous bloque, qui vous fige. Vous faites un texte, pas forcément un grand texte, mais un texte pour réfléchir. Comme ça, vous incitez à la réflexion. Et ça, l'autre l'a très bien compris. Malheureusement, notre communauté est beaucoup trop dans l'émotion. Vous savez, les souffrances qu'ont endurées nos ancêtres, 400 ans d'esclavage, 3 siècles de colonisation, avec les souffrances endurées, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, ont modifié notre ADN. Notre ADN maintenant est aujourd'hui à fleur, nous avons une sensibilité à fleur de peau. C'est pour ça, dès que l'on voit ce genre d'image, on pense que c'est bien de partager. Dès qu'on voit un flag se faire attaquer, on peut tout de suite réagir. Mais il faut penser au coup d'après. Parce que notre émotion nous empêche assez souvent de prendre les bonnes décisions. Lorsqu'on fonctionne à l'émotion, on réagit dans l'instant. Mais si on pense au coup d'après, on pense aux conséquences de nos actions. Et malheureusement, c'est ce que l'autre a appris à faire. L'autre nous étudie et sait comment on va réagir. Parce qu'il a l'habitude de nous voir fonctionner à l'émotion. Donc, débarrassons-nous de notre émotion. Je ne dis pas de jamais avoir d'émotion. On est des humains. Mais ne prenons aucune décision sous le coup de l'émotion. Parce qu'avec l'émotion, on ne réfléchit pas et on ne pense pas au coup d'après. C'est le coup d'après qui nous fera avancer. Au top, la famille. C'est important. Bonsoir. Alors, moi, c'est pour un témoignage. J'habite en Bordeaux et j'ai un garçon de 13 ans. Il a 13 ans. Et depuis quelques années,
Bon, en bas de chez nous, il y a un vrai trafic. Et il descend en bas, il se fait contrôler par des policiers. Elle le contrôle, il descend en bas, il va acheter ses bonbons, je ne sais pas quand, ou il va jouer dehors. Et il se fait contrôler par les policiers. Et c'est pas mon jeune bien, petit connard vient là, comme ça. Petit connard. Voilà, ils sont plus ce sont comme des bad boys. À 13 ans, ça fait la troisième fois qu'il se fait contrôler. Et moi, à un moment, je dis, c'est pas possible. Moi, je sais que mon fils, c'est pas un bad boy. Il descend en bas, il va chez ses gourmandises, tout ça. Donc, j'étais à la police qui est à côté pour leur demander c'est quoi leur problème. Est-ce que sur mon fils, il y a un trafic? Donc, je vois le policier, il me dit, vous savez, comme vous habitez pas loin d'un aéroport, il fait partie des personnes à risque. Et je dis comment? Des personnes à risque. Il dit non, il fait partie des personnes à risque. Je dis mais comment ça? C'est un petit garçon de m'expliquer le pourquoi et le comment. Donc il me dit en plus que comme ça, que mon enfant n'a pas le droit de se promener sans moi dans son quartier. Que lui, s'il avait un enfant, son enfant ne serait pas dehors. Mais je dis au gars, mais il est dans son quartier, il a le droit quand même d'aller en bas. Il me dit non, c'est pas comme ça. Donc, il a le droit, on peut le fouiller. Et c'est souvent qu'il passe avec... Et comme mon fils, il a 13 ans, mais il est grand. Il est grand, il est noir. Donc, voilà. Donc, c'est bien souvent qu'il est apostrophé par ces policiers qui l'insultent. Hein. Moi, j'ai jamais vu, hein, parce que ça se passe toujours quand je ne suis pas là. Voilà, il est avec ses copains, petit merdeux, viens voir. Voilà, donc je me dis que, est-ce que c'est comme ça ces enfants avec la haine policier, au lieu de faire comme ça, rentrer dans les quartiers, discuter avec eux, montrer que la police, c'est pas de la merde. Montrer c'est quoi être policier. Voilà. Donc c'est simplement pour dire que à présent, moi j'ai pas pour mon fils. Parce que je dis je suis pas là, parce que il m'a dit aussi, on peut même l'amener au poste. Alors on peut même l'amener au poste. Je dis comme ça, on n'a rien fait, pourquoi vous allez l'emmener au poste. Alors moi je dis à mon fils quand tu sors, fais attention à toi. Fais attention quand tu vois, et ne me réponds pas. Il a 13 ans, il m'écoute, mais quand il sera plus grand, quand il sera plus long, parce que lui, il en a marre à chaque fois qu'il se fait contrôler. Et il s'est même fait contrôler dans les... il a été voir un ami à lui, il s'est fait contrôler dans les escaliers. Il était tout seul avec le policier. Et il me dit, maman, il m'a bien touché. Hein. Il m'a dit, maman, il m'a bien touché. Je lui ai dit, comment ça, il t'a touché? Il m'a touché. Alors, bon, j'ai rien dit, j'ai dit, mais mon fils, à présent, quand tu vois ça, quand tu vois, tu t'en vas. Mais moi, je dis franchement, j'ai un fils qui est majeur. Avant, je disais, mon fils, quand tu sors, tu es un homme. Et en plus que tu es un homme noir, quand tu sors avec ta carte d'identité. Je lui ai toujours dit ça parce qu'il me disait, maman, je me fais toujours contrôler. Et celui-là, il n'a même pas encore 14 ans, il est toujours, on le contrôle parce qu'il est, certes c'est un enfant, mais eux, ils voient un homme, et ils voient un homme noir. Donc je vous dis, mesdames et messieurs, faites attention à vos enfants. Parce qu'on dit comme ça qu'on est loin derrière les États-Unis, mais là, on commence à prendre le pied. On commence à prendre le pied. Et je vous dis, moi, personnellement, j'ai peur. Je ne sais pas, parce qu'à un moment, il est tout petit, mais à un moment, il va dire ta gueule, et je vais le retrouver au poste. Je vais le retrouver au poste, et moi, ça va se passer au poste. Bon, c'était ici pour un témoignage. Merci. Tu l'as débranché par contre? Il est là. Je reprends un petit peu la parole. Alors, merci pour le témoignage. Effectivement,
Ça montre bien qu'il faut absolument qu'on fasse un beau travail d'éducation à nos niveaux, d'éducation et de protection, prévention avec nos enfants. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient les futurs Botam Saint-John, il ne faut pas qu'ils soient les futurs Charlie Malay, il ne faut pas qu'ils soient les futurs Boubacar, il ne faut pas qu'ils soient Aboubacar, Lamine Dieng, etc. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on essaye de protéger au maximum nos enfants. Quand on a nos enfants, parce qu'ils sont stigmatisés par leur couleur de peau, on ne voit pas qu'ils sont peut-être intelligents, on ne voit pas qu'ils sont de qualité, on ne voit pas que ce ne sont pas des gens qui cherchent les embrouilles, qui sont des racailles, pour employer le mot si chèrement à la mode. Il ne faut pas voir tout ça, il ne faut pas voir que ce sont des enfants, comme on dit, bien sous tout rapport, parce que ce n'est pas leur souci. Leur principal souci, c'est qu'ils voient que ce sont des personnes différentes d'eux, que ce sont des personnes typées, basanées, colorées, pour reprendre les mots qu'ils utilisent pour ne pas dire noir, tout simplement. C'est la première chose qu'ils savent. C'est la couleur de nos peurs et nos caractéristiques de peuple. Voilà. Donc il faut qu'on protège nos enfants. Il faut leur apprendre. C'est là qu'on parle d'organisation. L'organisation commence déjà dès là. C'est-à-dire que quand on se retrouve, quand on a à sortir et qu'on sait qu'on va passer dans des endroits qui sont un petit peu particuliers, ne jamais être tout seul. Maintenant, les enfants, les parents ont doté les enfants de téléphones avec les dernières technologies. Il faut prendre leur réflexe, enregistrer, filmer discrètement pour au moins que quand ils vont pouvoir témoigner et dire quelque chose, que leur parole puisse être attestée par une preuve quelconque. C'est important pour qu'on donne leur réflexe à nos enfants. C'est-à-dire parce qu'ils se filment pour des bêtises, ils se filment pour des bagarres dans des cours de récréation, pour des échanges de vêtements, de chaussures, des petits trucs qui concernent leur vie d'enfant. Mais il faut leur aussi apprendre qu'il n'y a pas que ça, qu'il n'y a pas qu'avec ça qu'ils peuvent filmer. Que dès qu'ils se retrouvent dans une situation qui est particulière, il faut qu'ils apprennent à détecter qu'ils se retrouvent dans une situation qui est quand même particulière et qu'ils prennent leur réflexe de filmer ou ne serait-ce qu'enregistrer, même audio. S'ils ne peuvent pas faire le film avec la caméra parce que c'est peut-être pas discret, mais au moins l'audio, pratiquement tous les téléphones font ça maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Il faut aussi prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on a une bonne situation professionnelle qu'on est épargné de quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on a, comme on dit, réussi sa vie, qu'on a un poste en vue, qu'on a gravi des échelons, qu'on est à l'abri, qu'on est protégé. Non, on vit dans un cadre qui est référent où nous ne sommes pas dominants. Ce n'est pas nous qui avons écrit les règles du jeu, ce ne sont pas nous qui avons écrit les lois, qui avons posé les bases de ce que l'on appelle le système. Ce système qui est allé chercher nos ancêtres, les ont déportés, les ont utilisés, les ont mis en esclavage, les ont colonisés, les ont utilisés encore et encore. Et ce système qui perdure, le système de l'exploitation perdure encore. Et ce ne sont pas nous qui ayons écrit les règles de ce jeu. C'est pas notre jeu, c'est pas notre game en fait. C'est le leur. Et ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes à une position bien dans la société, à un bon niveau, que vous êtes protégé d'un acte de négrophobie ou même d'un crime policier. Juste pour pouvoir rappeler un petit peu, le frère Botam Saint-John, c'était un jeune Saint-Lucien de 26 ans qui travaillait, qui avait un excellent métier. Il travaillait dans un cabinet d'expertise comptable et il avait un poste à responsabilité de fou. Il avait un excellent salaire. Il avait tout pour pouvoir avoir une vie merveilleuse et dorée. Il habitait dans une résidence huppée, dans un coin où, normalement, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de problème, etc. Donc il s'est dit, je vais aller habiter là-bas pour être à l'abri, pour me protéger. Eh bien, il n'a pas été à l'abri. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il était tranquillement chez lui, il ne travaillait pas, il était chez lui, tranquillement. Normalement, une policière de sa résidence a pénétré son domicile, mais pas de manière complètement illégale.
Il n'y avait pas d'enquête sur lui, il n'y avait rien. La policière, elle a fait une infraction caractérisée, elle a violé son domicile, elle est rentrée chez lui et elle a buté alors qu'il était chez lui. Donc ça veut dire qu'il était dans son sanctuaire, sa maison c'est son sanctuaire. Eh bien, en étant dans son sanctuaire, dans sa maison, en ayant un bon travail, en ayant une bonne situation, en étant bien sous tout rapport, en étant tous les voyants ouverts de sa vie et de sa jeune vie, parce qu'il n'avait que 26 ans, chez lui, dans son sanctuaire, une policière blanche américaine, Amber Couillère, est entrée dans son domicile et l'a buté. C'est comme ça. C'est tout ça pour vous dire que personne n'est à l'abri. Un autre exemple que je vais vous prendre, Charlene Alay, ça s'est passé l'année dernière. Elle a elle aussi été assassinée à son domicile. C'est une maman qui était enceinte de 3 mois, une mère de 3 enfants. Elle attendait le 4e dans son ventre. Elle a appelé parce qu'elle pensait qu'il y a quelqu'un qui essayait de pénétrer dans son domicile. Donc elle téléphone pour appeler à l'aide, pour qu'on puisse pouvoir lui prêter assistance pour cambriolage. C'est elle qui est en situation de vulnérabilité. Elle appelle, elle fait le 911, le 911, pour pouvoir dire voilà, on pénètre chez moi, on est en train de vouloir me cambrioler, je suis seule avec mes enfants, etc. Au secours, venez m'aider. Les flics ont débarqué dans son domicile et l'ont buté. Ils ont déversé leur chargeur sur elle. Elle a été criblée de balles, elle et le petit qu'elle avait. Tout le monde est mort. Elle est mère de famille, elle appelait à l'aide et ils l'ont tuée, alors qu'elle appelait simplement à l'aide. Donc ça peut arriver. Ça se passe aux États-Unis, mais attention, il y a des choses qui se passent aussi en France. Il y a eu un cas qui s'est passé dans la région de Nantes. C'est pareil, le jeune, il était en situation de détresse sanitaire. Il vit en colocation. Sa sœur, voyant qu'il est en train de convulser, qu'il est en train de faire une crise de spasmophilie, il me semble, elle appelle les urgences sanitaires. Elle appelle, limite c'est les pompiers, le SAMU, c'est ces personnes-là qu'elle appelle pour dire voilà, mon frère, il faut venir, il est en train de faire une réaction de crise, il faut le stabiliser, il faut l'emmener aux urgences, il faut l'emmener à l'hôpital. Aucun médecin urgentiste n'est venu, aucun urgentiste n'a débarqué chez elle. C'est directement la police qui est arrivée chez elle. Ils ont pris son frère et ils sont partis avec son frère dans l'ascenseur. Ils sont montés dans l'ascenseur, ils étaient tous ensemble. En haut de l'ascenseur, il était vivant. Arrivé en bas, il était mort. Voilà, elle a appelé pour avoir de l'aide sanitaire pour son frère et ils l'ont tué en fait. Donc, et lui aussi, c'était quelqu'un qui n'était pas, qu'on pouvait pas qualifier de mauvais élément, etc. Non, c'était un jeune qui contribuait qui était bien inséré dans sa vie. Simplement, il avait des petits problèmes de santé. Comme ça arrive à plein de personnes d'avoir des problèmes de santé. Lui, voilà, quels ont été les siens, mais simplement parce qu'il est un homme noir, en montant dans l'ascenseur, il était vivant, à l'arrivée, il était mort. Voilà, tout simplement. Donc, personne, tout ça veut dire qu'en fait, personne n'est à l'abri. On n'est pas à l'abri. Pensez qu'on vit dans certains quartiers, on met ses enfants dans certaines écoles, on suit certains cursus qu'on nous dit qui sont les bons cursus pour pouvoir avancer dans sa vie, que cela va vous protéger et vous prémunir. Non, ça ne sert pas et ça ne protège pas. La seule chose qui prémunit, c'est d'avoir une conscience de qui l'on est. On doit absolument prendre conscience de qui l'on est. On doit savoir qui l'on est dans cette société et ce que l'on représente dans cette société. Ensuite, on doit se conscientiser au maximum et on doit faire le nécessaire pour pouvoir s'organiser parce qu'on a tous le droit de vivre. Il n'y a pas des gens qui ont le droit plus que d'autres de vivre. On a tous le droit de vivre. On est noir, on est d'origine africaine, afro-descendante, qu'on soit caribéen, qu'on soit du continent africain, qu'on soit en diaspora, c'est pareil. On fait partie des enfants et des descendants de l'Afrique. Tu as des messages là sur Messenger. Donc on n'a pas du tout à avoir honte de nos racines, de nos origines. Au contraire, on doit en être fiers, on doit chercher à savoir un peu plus qui l'on est,
approfondir un petit peu les connaissances sur nos ancêtres, ce qu'ils ont pu faire, s'en inspirer, essayer d'améliorer, essayer de se bagarrer avec ça, pour que chacun de nos enfants soit fier de qui il est. Que nos filles soient fiers de qui elles sont, que nos fils soient fiers de qui ils sont, parce que ce sont eux les futurs guerriers de demain, les futurs guerrières de demain. On parle d'organisation, on peut déjà commencer à organiser les prochaines générations pour que d'emblée elles sachent que voilà un petit peu le panel dans lequel on vit, c'est quoi un petit peu le monde. Et il faut qu'on ne peut pas rester là, pivoter le nez en l'air comme ça. Non, on est qui l'on est, donc on doit mettre en place un certain nombre de choses pour nous, parce qu'on a le droit de vivre, parce qu'on a le droit de travailler. Nos enfants ont le droit d'être médecins, ils ont le droit d'être chirurgiens, ils ont le droit d'être ingénieurs, ils ont le droit d'être banquiers s'ils veulent, ils ont le droit d'être traders s'ils veulent, ils ont le droit d'être... Voilà, ils ont le droit d'exercer ces professions. Ils ne sont pas condamnés aux mêmes professions dans lesquelles on veut vouloir nous contenir. Non. Ici, ils ont des capacités, des talents, donc il faut qu'on investisse sur nos enfants et puis qu'on les conscientise au maximum pour qu'ils puissent pouvoir se dire, bon, ok, pour qu'ils apprennent aussi à détecter les dangers. Parce que ce n'est que quand ils seront conscientisés au maximum, au fur et à mesure de leur âge, évidemment, qu'ils apprendront à détecter les dangers qu'eux-mêmes ne voient pas parce qu'ils sont dans des âges d'enfance. Où ils vivent leur vie d'enfant, mais simplement pour qu'on leur apprenne à vivre leur vie d'enfant avec ce truc en plus que l'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Le petit jeune qui a fait une grosse sensation, Trayvon Martin aux États-Unis, il était en train de regarder un match de foot avec son père, il regardait le Super Bowl avec son papa. Et à la mi-temps, il est sorti acheter des bonbons. Parce qu'il avait le truc comme ça sur la tête, et puis parce qu'il était noir, le mec il l'a abattu, le flic l'a abattu pour comme ça, bam bam bam. Il s'appelle Zimmerman, son meurtrier, et son meurtrier a été blanchi. Parce que c'est aussi une des caractéristiques des crimes policiers négrophobes, c'est l'impunité. C'est cette espèce d'impunité monstrueuse, effroyable, qui prouve qu'ils se sont tout permis, qu'ils se sont tout puissants, et c'est pour cette raison que ce genre de crime se perpétue. Ces crimes en uniforme se perpétuent sur les nôtres. Et avec cette espèce d'énorme impunité qu'ils ont, ben voilà, ils se sont des caïds, ils se sont des dieux. Ben non, ils ne sont ni des caïds ni des dieux. On doit rester mobilisés parce que tant qu'on n'aura pas de justice, tant que cette négrophobie est effroyable, qui nous voit, parce qu'elle nous voit parce qu'elle nous assassine, mais elle nous voit à plein niveau. Elle nous voit sur des niveaux économiques, sur des niveaux culturels, sur des niveaux d'estime de soi, etc. Cette négrophobie ne peut avoir d'emprise et d'importance et d'impact que parce que simplement elle est dans son système et qu'elle sait qu'elle peut commettre toutes les exactions. Il y a l'impunité au bout. Le petit film que je peux vous conseiller d'aller voir, c'est Black Klansman, le dernier film de Spike Lee, dans lequel on peut voir qu'à un moment donné, il y a un des types qui dit oui, mais ça je peux c'est négro, mais je peux te buter là comme ça ne m'arrivera rien du tout, quoi. Et simplement, il s'est fait avoir parce qu'il est tombé sur des noirs intelligents et qui ont réussi à le coincer. Mais donc ça veut dire qu'on a des possibilités, on a moyen de pouvoir s'organiser, faire les choses. Le mot organisation, apprendre à s'organiser, apprendre à avoir des façons de faire, d'agir, de fonctionner, c'est très très important. Parce que qu'on le veuille ou non, on est des hommes noirs, on est des hommes et des femmes noires, nous sommes des descendants de la terre africaine, de la terre mère africaine, qu'on soit en diaspora, qu'on soit afro-descendant, qu'on soit issu du continent, qu'on soit simplement né ici en diaspora, ben voilà, on est tous issus de là, on vient tous du même endroit, on a tous nos racines afro qui viennent du même endroit, et c'est ça, nous devons en faire une force, on est en train de faire,
en sorte que ce soit une tare, que ce soit une malédiction. Nous ne sommes pas maudits parce que nous sommes noirs. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Bien au contraire. Donc il faut qu'on cultive tout ça, il faut qu'on rende nos enfants fiers, il faut qu'on soit nous-mêmes fiers de qui l'on est, et puis qu'on s'organise, et surtout qu'on transmette dès qu'on a des bonnes choses qui peuvent nous mettre à l'abri, qui peuvent nous protéger, qu'on n'hésite pas à se partager les informations. Il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on fasse l'unité. Quand il y a une mobilisation, c'est important. On sort de derrière le clavier, on se mobilise. Même si on n'a pas pu être présent parce qu'on a des 1000 km, c'est pas grave. On fait un petit truc à sa mesure et à sa portée. C'est important. C'est en faisant des actes comme ça régulièrement qu'on va changer la donne progressivement et peut-être même beaucoup plus vite que prévu. Voilà. Ayons confiance en nous, soyons solidaires et puis ne nous laissons surtout pas faire. Voilà. Je passe la parole. Le micro est libre, n'hésitez pas. Bonjour tout le monde. Je te laisse. Très bien. C'est une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'ai vécu 1 an aux États-Unis. J'étais avec ma cousine dans une soirée. Je sors pour fumer une cigarette. Je ne sais pas qu'aux États-Unis, en fait, il y a une loi, à partir de 22h, il faut qu'il n'y ait personne sur le parking. Et moi, j'étais en train de fumer tranquillement sur le parking. Je me retourne, je vois un policier. Je me retourne, je vois un policier. Et le policier, je vois qu'il est prêt à dégainer son pistolet sur moi. Moi, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es sur le parking à cette heure-là? Je dis, je fume, je fais rien de méchant. Après, il me dit, au moment où je me retourne encore, je vois qu'ils sont assis autour de moi, prêts à me tirer dessus. Ce qui m'a sauvé la vie, en fait, c'est que j'avais les papiers français sur moi. Donc, je leur montre ma pièce d'identité, et c'est là qu'ils m'expliquent qu'ils m'ont confondu avec un autre afro-américain qui s'était presque limite prêt à me tirer dessus. Donc, pour vous dire que le problème qu'il y a eux là-bas, eux quand ils nous voient, il ne faut pas de différence entre toi, t'es un tel. On est des nègres pour eux. Il n'y a pas de différence. Et pourtant, je ne suis même pas né là-bas, je suis de la Guyane. Je fais partie là-bas voir ma famille, et ça m'arrive. Chose qu'en Guyane, je n'ai pas vraiment vécu. Et oui, ça choque, ça m'arrive en 2017, et jusqu'à présent j'en parle. En 2007 plutôt, jusqu'à présent j'en parle. Donc c'est que ça m'a vraiment marqué, et je me suis dit, il y a un réel problème qui n'est pas normal en fait. Parce que je ressemble à un tel, tu as un problème avec un tel, donc tu veux me tuer. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. Non, il y a un problème. Voilà, j'avais juste cette petite anecdote à dire. Ouais, bonjour les frères et sœurs. Bon, dites-moi, j'ai l'impression que vous êtes endormis là. Est-ce qu'il y a des frères en moi ici? On est là. Est-ce que les sœurs sont là? Oh les frères, là. Vous êtes à une manifestation ou vous êtes à un enterrement? Est-ce que les frères en moi sont là? Bon, on n'est pas venu aussi faire de la mascarade. Quand nous on se réunit dans ce genre de manifestation, c'est pour manifester notre mécontentement. Car depuis trop longtemps, nos frères et sœurs aux États-Unis vivent sous le joug d'une oppression. L'oppression sur laquelle on vit, nous autres noirs, on ne peut pas dire afro-américains, mais noirs de manière générale, c'est un système impérialiste et surtout raciste vis-à-vis de notre peuple. Aujourd'hui, depuis bien longtemps maintenant, beaucoup de noirs américains se font maltraiter par cet état raciste des États-Unis. On connaît tous à peu près l'histoire de ce pays. À la base, les premiers immigrés européens qui sont retrouvés aux États-Unis étaient, si je peux dire, des putes et des clochards. Ce qui fait que c'était le soubassement du peuple européen qui se retrouvait là-bas aux États-Unis. Arrivés aux États-Unis, ces populations-là ont eu besoin de main-d'œuvre pour exploiter les champs et bien d'autres activités. Et c'est de là qu'ils ont commencé d'abord à exploiter les Indiens, les massacrer, les génocider. Et de là, ils ont commencé à faire le commerce
à récupérer, à faire des rajats négrières dans nos territoires en Afrique pour venir prendre nos populations. Et là aujourd'hui, la même démarche coloniale, néo-esclavagiste, continue aux États-Unis. Il faut savoir, pour les gens qui ne savent pas, aux États-Unis, l'esclavage n'a jamais été aboli. Sachez-le bien, aux États-Unis, l'esclavage n'a jamais été aboli. Il y a une loi qu'on appelle le 13e amendement qui autorise l'esclavage pour les gens qui commettent des méfaits et qui se retrouvent en prison. À partir de cette loi-là, ont le droit d'être mis en esclavage. Et ça, très peu de personnes le savent. Ce qui fait que quand on parle du système américain, où on voit nos frères se faire maltraiter par cet État raciste, c'est parce qu'on veut maintenir dans la condition d'esclaves et de sous-hommes notre communauté et notre peuple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est triste que notre communauté ne soit pas venue en masse, parce que c'est une question qu'on doit normalement traiter entre nous. Il faut que nous autres Africains comprennent que ce qui se passe aux États-Unis n'est pas en fait simplement un système d'ordre du racisme normal. C'est ce qu'on appelle du racisme institutionnel. Ça veut dire que tous les principes qui sont faits contre les Noirs aux États-Unis ont été créés par les institutions, entre guillemets, démocratiques de ce pays. En aucun cas, ce que vous voyez n'est le fait du hasard. Si nos frères se font jeter dessus comme des lapins aux États-Unis, c'est parce que ce pays a des bases profondément racistes et profondément négrophobes vis-à-vis des Noirs. Là, on a voulu faire une manifestation devant l'ambassade des États-Unis, et regardez là où est-ce qu'ils nous placent, ils nous mettent face à la Madeleine, pour dire qu'ils ne veulent pas qu'on les dérange. Ça, même ça, on n'aurait jamais dû accepter. On doit faire une manifestation devant les États-Unis, devant l'ambassade des États-Unis, on doit se retrouver là-bas devant la Concorde, et non pas ici. Parce que quand ces gens-là ils viennent, ils tuent nos frères, on doit leur montrer que tu touches à frère, tu touches à nous tous. Comme ils disent les Américains, touche, moi j'ai oublié comment ça se dit. Touche one all, c'est quoi déjà? Non, ça en bat les couilles d'eux. Bon, les militants africains... Il faut faire limite que tu le dis en lingala, limite. C'est mieux. Les militants panafricains, ou du moins les activistes afro-américains, ont un slogan qui est « Vous en touchez un, vous nous touchez tous ». Ce qui fait que l'affaire des Noirs américains qui se font canarder par les policiers racistes n'est pas simplement le fait des Noirs américains. C'est le fait de tous les Noirs vivant sur la planète. Parce que les Noirs américains, tout autant que les Noirs des Caraïbes, que les Noirs d'Amérique latine, que les Noirs d'Afrique, sont des Africains. Ce qui fait que quand on touche un Africain, peu importe d'où est-ce qu'il vient, c'est avant tout un Africain. Donc certains qui voudraient nous diviser en essayant de nous faire croire que le problème des Nord-Américains ne concerne que les Nord-Américains, je vous le dis, vous avez complètement tort. Et vous êtes complètement dans le déni parce que ça c'est encore faire un déni sur notre histoire. Et pour les personnes qui connaissent leur histoire, savent que avant tout, avant d'être américain, parce qu'américain c'est un titre, mais en réalité, c'est pas réellement ce que vous êtes. Parce que quand on nous identifie, on nous identifie toujours par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on dégage. Moi, quand on me voit, je peux être français, entre guillemets, un titre, comme je l'ai dit. Je peux être américain, c'est un titre. Je peux être un belge, c'est un titre. Je peux être congolais, c'est un titre. Je peux être ivoirien, c'est un titre. Mais en vérité, le vrai titre que je suis, pour me représenter, je dirais que je suis un Muntu, un être humain doté de la conscience. Et moi, mes frères, dotés de la conscience, qui ont la même apparence que moi, je ne peux pas les laisser se faire canarder sans rien dire. Normalement, on va essayer d'organiser avec Gucci et d'autres frères une prochaine manifestation, mais cette fois-ci, qui aura pour but de se retrouver devant l'ambassade américaine. Et là, on montrera à l'ambassadeur américain qu'aujourd'hui, nous autres peuples africains, même pas simplement, on ne montrera pas simplement ça à l'ambassadeur américain. On fera comprendre à toutes les chancelleries occidentales, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, tous les pays occidentaux, qu'aujourd'hui, une unité africaine va se faire et dorénavant, quand vous toucherez un Africain, peu importe là où il se trouve dans le monde, il faut savoir que vous aurez affaire à nous. Le moment où les Noirs se laissaient faire, se laissaient marcher dessus, c'est terminé. Le moment où on courbait les chines
courber la tête.